C'est parti, on clappe, Okay. Du coup, on fait comment, on compte? Vas-y, on refait en même temps. Vas-y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai dit 1, 2, 3 avant. 1, 2. 2. Je l'ai pas en même temps, je pense qu'il doit y avoir un lag. On va pas y arriver. Ok, tu comptes, j'essaye de te suivre. 1, 2, 3. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très spéciale. Donc aujourd'hui ça va être le premier interview sur ma chaîne et avec une personne très intéressante. Je pense que beaucoup d'autres personnes qui me suivent la suivent aussi. C'est Olympe de la chaîne We Are Olympe. Je montre mon téléphone parce qu'en fait elle est juste là en visio avec moi. Bah Olympe, vas-y, présente-toi, nom, prénom, âge, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux, qu'est-ce que tu proposes? Alors, du coup, je m'appelle Olympe, mais je m'appelle aussi Lily, Anna, Lucie, Charlie, Jay, Luna et Neige. J'ai 21 ans, mais du coup, j'ai aussi 14, 16 et 25 ans. Du coup, sur les réseaux, je parle de notre trouble parce que du coup, nous sommes plusieurs identités dans un corps. Ça s'appelle le trouble dissociatif de l'identité. Et du coup, on parle de ça, on partage notre vie, on parle aussi de psycho en général. Et voilà, on raconte un petit peu notre vie. Très précis la présentation, on aurait limite dit que tu l'as préparée. Je l'ai même pas préparée en plus. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un interview, ça fait très longtemps qu'on est censé le faire. Vous imaginez même ça pas. fait longtemps qu'on essaye mais je pense que à chaque fois il y avait quelque chose qui faisait qu'on pouvait pas. Quand je t'ai contacté, t'avais même pas encore d'Instagram pour le système, t'avais même pas encore de chaîne YouTube. Je sais même pas combien d'abonnés t'avais à ce moment-là. C'était au tout début. Avant que je fasse la chaîne YouTube, je crois qu'on était monté à peut-être 50 000 abonnés sur TikTok, il me semble. Et maintenant t'en as combien là? Sur TikTok? Ouais, 180 000. Oh, putain. C'est incroyable. Merci d'avoir accepté encore une fois de faire cette interview avec moi. Eh bien avec plaisir, vraiment. Pour ceux qui comprennent pas trop pourquoi je fais une interview alors que bah c'est pas ce que je fais sur ma chaîne habituellement, c'est juste que je suis étudiante en psychologie et de base quand j'ai contacté Olympe c'est parce que j'avais envie de faire connaître un peu cette pathologie que moi-même je ne connaissais pas du tout, le trouble donc dissociatif de l'identité, et je me suis dit que c'était intéressant d'essayer de populariser un petit peu tout ça pour que les gens comprennent mieux, enfin connaissent en fait, et c'est pour ça que j'ai proposé cette interview là à Olympe qui a gentiment accepté. Oui. Donc l'interview il sera fait en deux parties. Donc la première partie sera sur ma chaîne et la deuxième partie sera sur la chaîne d'Olympe. Je vous mettrai tous ces réseaux de toute façon dans la description. Donc la première partie ça sera plus des questions vraiment sur le trouble dissociatif de l'identité pour que vous compreniez vraiment qu'est-ce que c'est. La deuxième partie ce sera plus des questions sur vivre avec ce trouble en fait, pour comprendre un peu comment c'est dans la vie d'Olympe, qu'est-ce que ça implique, etc. Donc Olympe et moi on s'est fait un petit thé, tea time. T'es chaud? Oui. Pour chacune des parties de l'interview, il y aura des questions d'abonnés d'Olympe. Donc on vous avait demandé sur Instagram de venir me poser des questions si vous en aviez. J'en ai pris environ 4-5 que j'ai mis dans chaque partie de l'interview. On est parti pour les premières questions. Donc déjà, avant qu'on entame vraiment les questions, ça serait bien que tu nous donnes un vocabulaire du TDI pour que les gens qui ne connaissent pas du tout le TDI puissent comprendre les mots qu'on va employer durant l'interview quoi. Donc vas-y, on t'écoute. Ok, bah pas de souci. Du coup, c'est vrai que dans le trouble dissociatif de l'identité, il y a énormément de vocabulaire qui est utilisé. Il y a le mot alter qui désigne une autre personnalité, une autre identité, donc ça s'appelle des alters. Il y a le système, donc le système c'est l'ensemble des alters, donc nous on est un système et les personnes qui n'ont pas de système s'appellent des cinglés. Et ensuite il y a le verbe front, donc enfin le mot front. Quand on dit qu'un alter front, c'est que c'est l'alter qui est devant, qui est au contrôle du corps et qui est là en fait, c'est l'alter qui est devant. Et il y a le cofront, c'est quand deux alters mais bien séparés, bien distincts sont au contrôle du corps. Et il y a aussi la coconscience, quand c'est un alter au contrôle du corps mais qu'il y a des alters qui sont conscients et qui du coup peuvent influencer sur l'alter qui est en front. Il y a le mot switch, donc un switch c'est un changement d'alter. Il y a beaucoup de mots en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vocabulaire, mais dans les principaux par exemple l'hôte,
l'autre c'est l'alter qui est là 80% du temps et qui fait les tâches quotidiennes, qui s'occupe de la vie quotidienne, et c'est l'alter voilà, que vous voyez le plus souvent en tout cas dans un système. Il y a le mot inner world aussi, donc ça c'est le monde intérieur. Beaucoup de gens avec un TDI ont un monde intérieur, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire dans le trouble dissociatif de l'identité. Je veux bien que tu expliques la différence entre co-fronte et co-conscience. Ok. Parce que c'est subtil. Ok. Alors, je vais prendre une image qui est, pour moi, est vraiment la meilleure image pour comprendre ce que c'est la différence. Alors, quand un alter est en front tout seul, c'est comme s'il y avait un alter dans une voiture en train de conduire la voiture. Quand il y a deux alters en cofront, c'est comme s'il y avait deux alters dans la voiture et que en fait il y avait deux volants et du coup que les deux peuvent contrôler. Et la co-conscience, c'est quand il y a une personne qui conduit et des passagers dans la voiture. En fait, ils peuvent voir ce qui se passe, ils peuvent influencer, vous dire de tourner à droite, de tourner à gauche, etc. Mais par contre, eux, ils ne peuvent pas contrôler. Et quand il y a des alters qui sont en cofront, donc deux qui peuvent contrôler, il y en a un qui peut parler, puis un autre qui peut parler, et du coup c'est vrai qu'il peut y avoir des changements de voix, il peut y avoir des mélanges. Et après il y a aussi d'autres mots comme le blend, le blending, le blurring, il y a plusieurs termes. C'est quand deux ou plusieurs alters se mélangent, et là ça fait une confusion d'identité parce que du coup on sait plus trop qui est qui, parce que c'est un mix en fait de tout ça. Ok, d'accord, super. À chaque fois j'ai envie de rajouter des questions. On va essayer de suivre le plan déjà, je pense quand même. Quel âge t'avais quand on t'a diagnostiqué? Alors, d'abord, moi, on m'a diagnostiqué officieusement par un ami psychiatre de la famille qui m'a vu en extérieur plusieurs fois, parce que déjà, je voulais pas aller voir des psychiatres dans un cabinet. Pour moi, c'était trop difficile. Du coup, je me suis fait diagnostiquer d'abord officieusement. Et dû à ce diagnostic officieux, j'ai été donc voir d'autres psychiatres qui m'ont diagnostiqué. La première fois, j'avais 18 ans. Et je me suis refait diagnostiquer une deuxième fois, mais alors là je pourrais vraiment pas donner la date, c'est un moment je ne me rappelle pas du tout. Mais officiellement je me suis fait diagnostiquer à l'âge de 18 ans et voilà. C'est parce que tu te sentais différente, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir te faire diagnostiquer entre guillemets? Bah en fait disons que depuis que j'étais petite, de toute manière je voyais qu'il y avait des choses qui étaient différentes des autres. J'avais des comportements qui étaient différents et un schéma de pensée que je voyais clairement différent des autres. Mais en fait je mettais surtout ça sur le dos de l'instabilité émotionnelle, parce que vu que j'avais déjà vécu des choses qui étaient difficiles et que j'ai été diagnostiquée borderline d'abord à l'âge de 15-16 ans, je sais plus exactement, 16 ans il me semble. Je mettais un peu tout sur le dos du borderline en me disant que bah voilà, j'étais juste totalement instable et que c'était comme ça et que j'étais bizarre par rapport aux autres. Mais en fait, au bout d'un moment, je suis allée voir un psychiatre parce que je voulais comprendre ce que j'avais, parce que j'arrivais plus vraiment à vivre comme ça en fait. Et le psychiatre du coup m'a parlé du trouble dissociatif de l'identité et m'a diagnostiqué comme ça, mais par contre moi j'y croyais pas du tout. Quand je me suis fait diagnostiquer, pour moi c'était une erreur médicale. Ah ouais, et tu l'as vécu comment? Par quelle phase t'es passée? Enfin, ça t'a pas du tout soulagé au final de comprendre, ou ça t'a quand même un peu aidé? Eh ben, il y a eu plusieurs phases en fait. Quand on me l'a annoncé, on m'a dit bah vous avez ce trouble là, trouble dissociatif de l'identité. Rien que dans le nom, je me suis dit on a trouvé ce que j'ai, parce que je savais qu'il y avait un rapport avec mon identité quelque part. J'arrivais pas trop à l'expliquer, mais je me suis dit on a trouvé ce que c'était. Et en fait, en me renseignant sur le trouble, je ne me reconnaissais pas du tout dans les symptômes, je me reconnaissais pas du tout dans les témoignages des gens, tout ça, et je me suis dit mais non, c'est une erreur médicale en fait, j'ai pas ça. Et je continuais à voir mon psychiatre, et mon psychiatre me disait bah si, c'est bien ce que vous avez. Et je suis passée par une très très grosse phase de déni qui a été très longue. Je ne faisais absolument pas attention en fait aux signaux ou quoi, parce que dans ma tête je n'avais pas ça et c'était une erreur médicale. Au bout d'un moment, j'ai commencé en effet à me rendre compte de certaines choses et à me dire c'est vrai que ça peut faire écho à ce fameux diagnostic, et d'autant plus que les personnes autour de moi commençaient de plus en plus à me faire des remarques sur des moments où j'étais vraiment différente et où j'avais pas les mêmes avis. Et du coup petit à petit ça a fait écho à ça, donc je me suis un petit peu plus renseignée, j'ai un petit peu plus poussé, et au bout d'un moment j'ai décidé d'arrêter de lutter contre ça et de voir ce que ça donnait. Et là je me suis rendu compte que quand j'ai arrêté de lutter, beaucoup de choses ressortaient, et j'ai fini par intégrer le fait que oui, j'avais bien un trouble dissociatif de l'identité. Ça a été très long à accepter, mais voilà, maintenant je l'accepte. Après je continue à passer par des phases de déni, c'est quelque chose qui est super présent dans le trouble dissociatif de l'identité. Il y en a énormément qui ont ce syndrome de l'imposteur, donc voilà, actuellement je suis dans une phase où je sais que je l'ai, je l'accepte, je le cache plus, mais j'en doute encore.
Et du coup, le syndrome de l'imposteur, tu peux expliquer pour ceux qui savent pas, il me semble que c'est le fait de ne pas avoir l'impression qu'on mérite tout ce qu'on a et qu'on est vraiment ce qu'on est, c'est ça? C'est ça. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome qui est très très commun, par exemple, chez les personnes qui sont autodidactes et qui réussissent. Eh bien, ils ne se sentent pas légitimes à réussir parce que ils n'ont pas travaillé, enfin, ils n'ont pas pris des cours comme les autres ou des choses comme ça. Et bien là, c'est un petit peu pareil. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on ne se sent pas légitime à une certaine cause. Pour certaines raisons. Par exemple, on se dit souvent dans le trouble dissociatif qu'on n'a pas vécu de choses assez graves pour avoir ce trouble-là et que du coup on s'invente ce trouble. Et du coup on se sent pas légitime à l'avoir et on doute même qu'on l'a. Ah, c'est à ce point-là. Oui. Mais c'est incroyable quand même parce que le trouble dissociatif de l'identité, ça naît au départ de traumatisme, c'est bien ça? Oui. Oui, oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu de quoi ça part, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau pour que ce trouble démarre? Alors, du coup, le TDI, c'est un trouble qui arrive suite à des traumatismes dans l'enfance qui sont graves et répétés. Parce que le cerveau, à l'âge conscient, donc 7 à 9 ans, il va reformer tous les petits traits de personnalité que l'enfant a formés pour former une identité. Parce qu'un enfant, avant cet âge-là, il a que des traits de personnalité assez flous. Il n'a pas une identité qui est construite. Et dans le cas où l'enfant il est dans un environnement qui n'est pas propice à son bon développement, qui est dans le stress, qui est dans les traumatismes et tout ça, le cerveau déjà ne va pas pouvoir évoluer correctement et au lieu de former une identité, il va se dissocier pour que l'enfant il puisse supporter les traumatismes sur le long terme. Par exemple, il va un peu dissocier la conscience pour qu'il y ait une conscience qui vive les traumas et une conscience qui ne les vive pas, pour qu'en fait le corps continue à vivre en fait, parce qu'avec une dose de stress qui est énorme, physiquement ça provoque un excès de sécrétion de cortisol dans le cerveau qui est l'hormone du stress et qui peut faire complètement débloquer le corps et faire avoir des problèmes cardiaques, des problèmes au niveau du cerveau et on peut même en mourir de stress parce que c'est très 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 intense. Et du coup pour survivre, le cerveau ce qu'il va faire c'est qu'il va diviser la conscience comme ça, il va pouvoir avoir une des deux qui ne stresse pas et du coup ne pas être en permanence dans cette condition de stress et donc pouvoir faire vivre le corps. Sauf qu'une fois que le cerveau il a intégré ce processus de dissociation, c'est comme ça que votre cerveau est fabriqué et du coup plus tard si vous vivez d'autres traumatismes, il y a d'autres haltères qui peuvent venir, qui peuvent se créer, tout ça parce que la dissociation elle est faite. Voilà. Je me dis en fait c'est tellement incroyable ce que le cerveau est capable de faire pour aller jusqu'à te protéger en fait, tu vois, parce que tu dis il y a tellement de gens qui souffrent et le cerveau il va jusqu'à se dissocier tout ça, enfin c'est incroyable. Et tu vois, il y a un de mes abonnés quand il a su que je faisais un interview avec toi, il est venu me voir et il m'a demandé est-ce que je trouvais pas que le TDI ressemblait à une possession démoniaque. Ah mais ça c'est quelque chose qui a été très dit. Et qui est vraiment dit aux personnes qui sont atteintes du trouble dissociatif de l'identité que on n'est pas malade et qu'en fait c'est des démons. C'est des démons, sauf que non, hein, le trouble dissociatif de l'identité c'est bel et bien réel, c'est dans le DSM-5, il y a des preuves scientifiques de ce qu'on avance, donc voilà, non c'est pas des démons. Les gens peuvent penser qu'on est habité parce que dans certaines religions y a des démons qui prennent possession des corps, etc. Mais non, c'est pas du tout le cas, c'est pas comme ça. Moi ça m'avait vraiment choquée, je m'étais limite énervée, j'avais dit que ça va pas, tu décrédibilises la maladie, on fait pas ça, surtout, on n'associe pas une maladie à ce genre de choses. C'est surtout qu'en fait, quand bien même, imaginons qu'on ait des démons, ils sont gentils nos démons quand même, parce que de ce qu'on a compris, les gens qui possèdent dans les films d'horreur et tout, ils sont pas très gentils quoi, hein. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Non, et franchement j'ai pas compris, je me suis dit mais ça part de loin, ça part de traumatisme, ça part de l'enfance, comment tu peux associer ça à ça? Enfin, franchement ça m'avait surprise et je voulais t'en parler. Et donc du coup je me demandais, est-ce que le TDI c'est un trouble qui peut être discret, voire même facilement caché aux personnes qui t'entourent? Eh ben je vais vous donner des chiffres pour répondre. 94% des gens avec un TDI le cachent et seuls 6% des gens avec un TDI n'arrivent absolument pas à le cacher. C'est-à-dire que vous ne le voyez pas en fait, parce que si le trouble dissociatif de l'identité existe, c'est dans un but de protection. Il n'y a pas moyen de protéger si tout le monde le voit et que c'est obvious. Les haltères ils sont vraiment là pour protéger, pour aider et à
à la bonne conduite, on va dire, du système, de la vie, du corps. Et du coup, si ça se voit, ça nous expose au danger d'un côté. Donc les gens le cachent. Moi personnellement, la seule personne dans ma vie qui s'était doutée de quelque chose, c'était ma petite sœur, parce qu'elle était tout le temps avec moi, et qu'elle était tombée sur un article et sur des vidéos sur le trouble dissociatif, et elle m'avait dit Lily, oui parce que du coup Lily, il faut que je te montre quelque chose parce que je suis sûre que c'est ça que tu as. Et elle m'en a parlé plusieurs fois et je regardais, je me disais ouais c'est possible. Et il y avait que elle qui l'avait remarqué, mais parce qu'elle était toujours avec moi, sinon personne d'autre l'a remarqué. Ah donc il y a quelqu'un dans ton entourage qui l'a remarqué. Oui, et j'ai une petite sœur de cœur aussi qui en fait avant qu'on soit diagnostiqué, avant qu'on soit diagnostiqué, on parlait toutes les deux chacune de ces choses qui se passaient à l'intérieur de nous et qu'on comprenait pas, et c'était la première personne que je rencontrais qui me dit bah moi je vis pareil, et elle me dit bah moi je vis pareil, et en fait on s'est fait diagnostiquer en même temps et elle a aussi un TDI. Ah ouais? Voilà. Mais c'est incroyable. Oui. C'est fou, le hasard quoi. Genre tous les deux vous connaissez et tous les deux vous avez un TDI. C'est ça. Mais en fait les gens d'un œil extérieur ne vont pas se douter qu'il y a plusieurs personnalités et plusieurs identités, tout simplement parce qu'ils vont juste se dire ah mais elle a l'air fatiguée aujourd'hui, elle a l'air en colère, oh bah elle est peut-être de mauvaise humeur, ou alors c'est quelqu'un qui est complètement instable. Mais par contre jamais ça vient dans la tête de quelqu'un de se dire elle a plusieurs personnalités, étant donné que c'est pas un trouble qui est très connu. Et du coup c'est très facile de le cacher. Et puis surtout les haltères aussi imitent les autres haltères. Moi nombre de fois où Lucie elle m'imite. Si vous voulez un peu mieux comprendre la différence entre certains haltères, etc., Olympe a fait sur sa chaîne des vidéos présentation de certains haltères. Donc je vous invite à aller les voir pour mieux comprendre certaines choses. Et donc du fait que les autres haltères imitent certains haltères, donc toi-même tu peux ne pas te rendre compte que tu as ce trouble-là en fait. Ouais, encore plus dans mon cas parce que je suis un haltère shell, et pour vous expliquer, un haltère shell c'est un petit peu une coquille vide dans lequel passent les autres haltères pour fonte, pour en fait invisibiliser les switches, invisibiliser les changements de comportement aux yeux des gens, mais aussi aux yeux de la personne elle-même. Et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont un TDI qui ne savent pas qu'ils sont atteints d'un TDI, parce qu'ils ont un haltère shell qui camoufle tout ça. C'est incroyable. C'est incroyable de se dire que tu peux toi-même ne pas te rendre compte que tu as ce trouble quoi. Est-ce que tu sais environ combien de pourcentage de personnes sont atteintes du TDI? Il y a une nouvelle étude, une récente étude qui donne une prévalence de 3,4% de la population mondiale. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que c'est entre 1 et 3,4% de la population mondiale, soit beaucoup plus que la bipolarité, 1%, la schizophrénie, 0,7%, l'autisme 1%, et ça fait plus de TDI que de gens aux cheveux roux et aux yeux verts. Je suis choquée. C'est incroyable. Il y a plus de personnes atteintes de TDI que de schizophrénie, de bipolarité, oui, et d'autisme. Oui. Vous voyez, et de gens aux cheveux roux et des gens aux yeux verts. Vous voyez à quel point c'est pas connu, parce que je suis sûre que la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo, venant de ma chaîne en tout cas, ne sauront pas qu'est-ce que c'est le TDI. Et pourtant sauront qu'est-ce que c'est que la schizophrénie, que la bipolarité, que les personnes aux yeux verts et avec les cheveux roux. Et pourtant on ne connaît pas, vraiment on ne connaît pas, parce que même moi j'en parlais du coup quand j'ai su que j'allais pouvoir faire l'interview avec toi, j'en ai parlé aux gens autour de moi tu vois, et personne ne savait ce que c'était que le TDI, personne n'en avait jamais entendu parler. Après sauf bien sûr dans les films comme Split etc où c'est très mal représenté, mais voilà. Après dans l'étude des 1% à 3,4%, on peut aussi compter les systèmes multiples ATDS, je pense, bien développés, parce que du coup il y a d'autres troubles dans lesquels il y a les haltères, la TDS, le trouble borderline, il y a plusieurs troubles dans lesquels il y a au moins des fragments, et du coup je sais pas du tout si cette prévalence là compte les systèmes avec les haltères qui sont quand même bien développés ou pas, étant donné que la TDS, il me semble que la prévalence est de 4,2%. Mais même si ça reste un très gros chiffre, oui. C'est quand même énorme. Oui. Alors, dis-nous, quand tu parles de tes haltères, est-ce que tu as l'impression de parler de toi ou est-ce que tu as l'impression de parler de quelqu'un d'autre? Alors, j'ai complètement l'impression de parler de quelqu'un d'autre. Je suis complètement extérieure à mes haltères. Quand bien même, il y a des haltères avec qui je suis
assez proches parce que on est en train de se poser des questions s'il n'y a pas des versions de moi-même plus jeunes, etc. Mais je les vois totalement comme des personnes différentes. Je parle d'elle à la troisième personne du singulier voilà, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, totalement quelqu'un d'autre. C'est pas toi. Je les considère mais comme des frères et sœurs, moi. J'en connais beaucoup qui considèrent leurs alters comme des amis ou comme des colocataires, mais moi je considère vraiment mes alters comme des frères et sœurs. Et c'est possible de les considérer comme des ennemis? Oui, tout à fait, ouais, c'est possible de les considérer comme des ennemis. Il y a des alters qui sont dits alters factifs, donc qui sont tirés d'une source réelle. Par exemple, quelqu'un qui s'est fait traumatiser par son beau-père peut avoir un alter qui est créé à l'image de son beau-père, et du coup oui, ça peut carrément être ton ennemi, quoi. Ah, c'est incroyable ça. On en apprend tous les jours, hein, tous les jours. J'apprends plein de choses grâce à Kipo Quiz. Dans tes vidéos et dans certaines présentations que tu as fait, donc tu as présenté Lucie en vidéo, tu as présenté Anna aussi. Et Anna, elle est beaucoup présentée comme celle qui entretient la bonne communication entre le système, en fait, entre les différents alters du système. Mais est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment ça se passe la communication entre les alters, comment vous communiquez entre vous? Alors déjà il faut savoir qu'on ne peut pas tous communiquer entre nous. Il y a des alters qui ont des très bonnes communications entre eux et d'autres qui ont une très mauvaise communication. Il y a même certains systèmes où les alters n'ont pas communication. D'ailleurs c'est mon cas parce qu'en ce moment on a un peu des découvertes d'alters, mais il y a des alters avec qui je ne peux absolument pas communiquer. Mais du coup Anna, oui, c'est vraiment, on va dire, la maman du système, et du coup elle communique bien avec tout le monde. Et d'ailleurs quand notre Little, donc un alter Little, c'est qui a moins de 10 ans généralement, elle en a eu conscience bien avant nous, donc ça prouve qu'elle a vraiment une communication avec le système que nous on n'a pas forcément. Mais après il y a des alters qui sont vachement plus proches que d'autres. Par exemple, on peut avoir les pensées de certains alters et discuter avec certains alters dans nos pensées, avoir des pensées en fait qui sont intrusives mais qui ne sont pas les vôtres. Pour communiquer, sinon on a aussi un carnet où on écrit, je reçois souvent des notes, je regarde mon téléphone, des fois je vois des notes avec écrit Lily écrit ça tout de suite, Lily lit ça tout de suite, de la part de Anna qui a organisé quelque chose et qui veut pas que je le loupe. Après on communique aussi vachement par les brouillons TikTok. Des fois ils trouvent des audios TikTok qui relèvent un peu leurs émotions, tout ça, ils font un brouillon, et des fois je vais voir mes brouillons TikTok et je fais ah c'est comme ça que un de mes alters vit une certaine situation, et du coup ça m'aide à comprendre. Donc super intéressant. Voilà, on fait pas mal de TikTok et tout. Par exemple, il y a pas longtemps j'ai compris que y avait Jay qui avait un petit peu la haine contre Lucie grâce à un TikTok dans les brouillons. Enfin voilà, on communique vachement comme ça. Malheureusement on communique pas dans les rêves, contrairement à beaucoup de gens qui ont le TDI, parce que je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si je ne rêve pas, je pense que je rêve comme tout le monde, mais je ne me rappelle jamais de mes rêves. Strictement. Aucun de tes rêves, toi? Aucun souvenir d'aucun de tes rêves? Jamais, aucun. Je me réveille le matin, j'ai jamais rêvé. C'est incroyable, ça t'est même pas les cauchemars? Ah non, je me souviens de rien. Des fois je me réveille en plein milieu de la nuit parce que j'ai fait un cauchemar, mais à peine j'ouvre les yeux je me rappelle plus. Je sais pas si c'est pas une chance ça pour le coup. D'un côté des fois j'aimerais bien comprendre mes cauchemars, parce que je pense qu'on doit avoir certains indices dedans et tout, mais bon. Peut-être si tu fais de l'hypnose ça va réussir à te faire au fur et à mesure pouvoir te souvenir de tes rêves. Et on va commencer l'hypnose là bientôt en thérapie. Ok, super. Ouais. Et du coup t'as pas l'impression, tu te sens pas des fois envahi du fait qu'il y ait des pensées intrusives? Alors des fois, en fait ça dépend de combien d'alters vont être capables de te donner et de t'offrir leurs pensées. Parce que y en a ils sont pas toujours conscients, il y en a des fois ils sont vraiment offline entre grands guillemets, donc c'est pas souvent le brouhaha, mais c'est vrai que quand il y a beaucoup d'alters qui sont conscients, c'est un peu le brouhaha quoi, surtout en fait au niveau émotionnel. C'est très compliqué et je suis désolée d'ailleurs, il y a Jay qui vient de me déconcentrer et du coup je ne me rappelle plus de ta question. Pas de problème. La question c'était est-ce que du fait d'avoir des pensées intrusives, est-ce que t'as pas l'impression que d'être tout le temps envahi par quelqu'un d'autre? Regarde la preuve, j'avais oublié ta question. Au niveau des pensées ça va. J'ai plus l'impression d'être envahie au niveau émotionnel et au niveau de ce que je dois faire, etc. Parce que vu que je suis en alter shell et du coup moi je me fais influencer, il y a beaucoup de choses que je fais que j'ai pas envie de faire et ça envahit un peu ma vie, oui, parce que y a des fois je regarde un film que j'ai pas envie de regarder parce que un de mes alters veut le regarder. Ouais, ou alors
Dans les choses un peu plus poussées, par exemple, je me sens prise au piège au niveau de mes décisions professionnelles, de mes décisions de comment m'organiser et tout ça, parce que bah, je suis toujours influencée, j'ai toujours des avis différents. Les haltères aussi ont des avis différents, et du coup, si c'est un petit peu envahissant, mais surtout au niveau émotionnel, ouais. Et c'est vraiment des choses que tu ne peux pas retenir, les choses qu'on te pousse à faire, comme tu dis, regarder un film, vraiment, tu peux rien faire contre. Je peux rien faire contre. Je peux rien faire contre. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ce que j'ai raconté dans un TikTok hier, il y a des moments où je sais pas, quand j'allais au restaurant et que je voyais un plat au saumon alors que je déteste le saumon, et ben je me sentais obligée de le commander et je commandais ce plat au saumon et je n'aimais pas, mais j'étais obligée de le faire. Tu ne peux pas te retenir en fait, vraiment tu peux pas. Et des fois c'est un peu embêtant parce que du coup, vu que c'est quelqu'un d'autre, lui il profite de ce qu'on est en train de faire, mais pas toi. Pas moi. Il y a plein de fois le soir où j'aurais bien envie, je sais pas, d'écrire des chansons, de faire du dessin, mais je me retrouve assise devant YouTube et forcée à regarder une vidéo qui ne m'intéresse absolument pas, quoi. Ça c'est envahissant. Ouais, ça doit être très compromettant aussi par moments, je pense. Oui. Et du coup, tout à l'heure tu disais... Alors tout à l'heure tu disais que y avait d'autres haltères que tu découvrais en quelque sorte, si j'ai bien compris. Et donc j'ai l'impression que tu en apprends constamment tous les jours sur ton troupe, que tu découvres toujours de nouvelles choses. Comment tu vis à chaque fois ces nouvelles nouveautés? Est-ce que ça te fatigue ou est-ce que tu es contente d'en apprendre davantage? Comment ça se passe pour toi? Bah c'est vrai que de toute manière, quand on est diagnostiqué d'un trouble, le psychiatre il ne vous donne pas un mode d'emploi pour apprendre à vivre avec. T'inquiète, y'a pas de problème. Ça ramène du monde à chaque fois que je... Ah non, y'a pas de soucis. Ça ramène du monde. Du coup, je disais... Ma question c'était du fait que tu découvres, que t'en apprennes constamment sur ton troupe, que tu découvres des nouvelles haltères. Ah oui. Qu'est-ce que ça te fait? On n'a pas de mode d'emploi et du coup on doit apprendre et on doit se tromper, faire des erreurs et réapprendre parce que bah on sait pas forcément tout dès le début et du coup ça prend toute une vie de comprendre ce trouble là. Déjà parce que comme tu disais, il y a des nouveaux haltères qui peuvent arriver, mais il y a aussi des haltères qui sont dormants, qui peuvent se réveiller plus tard, et à chaque nouvelle arrivée d'haltère ça fait quand même un sacré chamboulement parce que c'est comme si on devait tout réorganiser, qu'on devait tout revoir, que ça remettait tout en cause le rôle des haltères, que ça remettait en cause comment on vivait, donc c'est quelque chose qui est assez difficile. Et surtout, moi personnellement, j'ai un petit peu peur parce que depuis que j'ai vraiment accepté de vivre avec, que j'ai accepté d'en parler et que maintenant voilà, ça fait partie de moi et que je l'ai accepté, ça a ouvert des portes et du coup il y a beaucoup de mouvements émotionnels, de changements de rôle, d'arrivée de nouveaux haltères et là c'est ce qui arrive, j'en ai 3, il y en a 3 dont j'ai pas conscience, j'arrive pas à en avoir conscience, il y en a un des 3 qui affronte pour la première fois il y a 2 jours de ça je crois. Et c'est vrai que c'est assez perturbant parce que du coup on se dit ok il y a quelqu'un d'autre avec notre corps, on sait même pas qui c'est. Et ça c'est vraiment... Ça fait peur. C'est pas facile. Ça fait un peu peur parce qu'on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il va apporter, on sait pas ce qu'il va faire. On se dit ah mais ça fait une personne de plus à gérer, une vie de plus à gérer. Et voilà, ça fait un peu peur de se dire que ça fait pas si longtemps que j'ai accepté de vivre avec et qu'il y a autant de choses qui se ramènent, d'haltères, d'émotions, de souvenirs et que ça ne s'arrêtera sûrement pas. Et du coup ça c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Et ça fait là que tu as combien d'haltères en tout? Alors, pleine conscience, dont j'ai pleinement conscience, j'ai 7 haltères. Enfin, j'ai 6 haltères, mais on est 7 dans le système. Mais du coup, il y a ce fameux 8e haltère qui affronte pour la première fois et que j'avais déjà entendu une fois. Et il y en a 2 autres qui, il me semble, sont des femmes que je n'ai absolument pas conscience et que j'ai pas réussi à communiquer avec. D'accord. Et oui, parce que vous savez pas, mais du coup, les haltères peuvent avoir un genre différent de ton genre, enfin de ton sexe corporel. Ils peuvent avoir tout différent, ils peuvent avoir un genre différent, ils peuvent avoir un âge différent, une origine différente, ils peuvent être plusieurs, il y a plusieurs catégories d'haltères, il y a les haltères humains, les haltères non humains, les haltères fictifs, les haltères factifs, ça peut être vraiment tout et n'importe qui en fait, un haltère. Il peut même être un haltère d'une autre ethnie en fait. Et tu disais que le fait qu'il y ait donc des nouveaux haltères qui
qui émergent, ça remettait tous les rôles en question. Donc tes haltères, ils ont des rôles différents, c'est ça? En fait, c'est pas quelque chose qui est officiel écrit dans le DSM, ce qui concerne les rôles des haltères. C'est plus la communauté TDI qui depuis très longtemps communique, et les professionnels ont aussi remarqué qu'il y avait des utilités aux haltères assez similaires dans plein de systèmes différents, et c'est comme ça que sont nés les rôles d'haltères. Donc il y a des haltères qui sont des haltères protecteurs, donc pour protéger le système. Il y a des haltères qui sont des trauma holders, donc ça c'est des haltères qui gardent les souvenirs traumatiques. Il y a les haltères par exemple persécuteurs, qui sont des haltères qui sont hostiles envers le corps, le système ou le monde extérieur. Enfin, il y a plein de types d'haltères, et c'est en fait pour les caractériser. C'est pas une étiquette qu'on leur donne parce que les rôles peuvent changer et qu'il faut pas qu'ils se sentent coincés dans l'étiquette qu'on leur a mise, mais ça aide un peu, ça donne un indice pour savoir les traits de cet haltère et comment l'aborder en fait. Et ils ont tous, enfin de toute façon, ils sont tous là pour te protéger au final en général, les haltères. Ou c'est possible qu'il y ait un haltère qui te veuille du mal entre guillemets. Bah en fait, les haltères ne sont pas là pour me protéger parce que je suis un haltère au même titre que les autres. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour moi. On est tous là pour faire survivre le corps en fait. Il n'y a pas d'original, il n'y a pas de principal. Il y a l'autre qui est l'haltère là le plus souvent, mais c'est un haltère au même titre que les autres. Et du coup, non, ils sont pas là pour me protéger. On est là pour faire une organisation pour que notre vie se passe bien. D'accord, j'allais te demander si est-ce que Lily donc était le premier haltère, mais du coup, d'après ce que tu dis, non, pas vraiment. Non. D'accord. Voilà, en fait, il n'y a pas d'original parce que donc le moment où quand vous êtes petit, votre conscience, elle doit, votre identité, elle doit se former alors que la nôtre, elle éclate. C'est un peu comme si vous preniez un vase, donc une identité, et vous le cassez par terre. Bah s'il est en 1000 morceaux, il n'y a pas de morceaux de base. Tous les morceaux, ils font partie du même vase en fait. Et du coup, il n'y a pas d'original sur ce vase cassé, tous les morceaux en font partie. Tes explications, elles sont tellement claires, les métaphores, elles sont géniales, vraiment. Est-ce qu'il y a moyen que tu passes une journée entière, ou plusieurs jours même, sans faire attention, sans te poser la question qui est-ce qui fronte, qui est-ce qui est là? Eh bien oui et non. Oui et non parce que déjà je travaille sur les réseaux sociaux et je fais beaucoup de contenu là-dessus, ce qui fait que je suis en permanence en train de réfléchir à ça, et c'est pour ça d'ailleurs que je prends souvent des pauses de une semaine, de 3 jours, tout ça, pour un peu me libérer de tout ça, parce que c'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux ça parle de psycho et du TDI. Donc forcément je suis toujours obligée d'y penser, parce qu'en plus quand on parle en story, quand on fait des TikTok, on met un name tag, donc le nom de l'haltère pour que les gens puissent nous reconnaître. Ça fait quand même qu'on doit y réfléchir, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je peux ne pas y penser, mais c'est assez rare. C'est assez rare parce que de toute manière je fais des choses et je vais tout de suite l'associer à l'haltère qui est là, me rendre compte que j'ai un haltère en cofront, ou alors j'ai leurs pensées aussi, donc je sais que... Enfin je les entends, j'ai leurs pensées, j'ai leurs émotions aussi, donc en fait non. Après, être toute seule en front, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être toute une journée, voire 2 jours, 3 jours toute seule au front, et sans avoir aucune intervention de mes haltères, et du coup je n'avais pas besoin d'y penser. Ça te fatigue pas trop de tout le temps, pas te poser la question, mais de tout le temps te dire ah tiens, là c'est Jay, là c'est Lily, là c'est Lucie? Si, un petit peu, des fois je me dis il faudrait que j'arrête d'y penser et que juste je vive ma vie quoi. Mais c'est difficile de pas y penser. C'est difficile parce que c'est toujours là, donc on fait notre petite vie. Il y a des fois où je remarque pas forcément que j'ai un haltère en cofront, mais que par exemple Zéliana, ma colocataire, le remarque et me le fasse remarquer, ou... Voilà quoi. D'accord, donc des fois c'est les personnes de ton entourage qui s'en rendent compte. Oui. D'accord. Et du coup, est-ce que les haltères vieillissent? Par exemple, Jay, est-ce qu'elle aura 14 ans toute sa vie? Jay, du coup, on a compris il y a pas longtemps que c'était une age slider. Donc age slider, ça veut dire que c'est un haltère qui change d'âge et qui vacille entre certaines tranches d'âge sur une certaine échelle d'âge, tout simplement, et que elle oscille entre les 12 ans et les 17 ans à peu près. Donc elle change d'âge comme ça, on ne sait pas trop, même elle pourrait pas vous dire elle l'âge qu'elle a, c'est naturel quand elle change d'âge. Vous pouvez la voir avoir l'air mature et genre le jour d'après la voir beaucoup plus enfantine, donc voilà. Mais sinon par exemple si on prend plutôt l'exemple de Charlie, du coup ce sera peut-être mieux par rapport à Charlie. Charlie a 16 ans et Charlie restera à ses 16 ans toute sa vie. Enfin on pense vraiment. Okay. Neige qui a 8 ans,
ne grandira pas, on ne pense pas. Après, Jay, elle va sûrement pouvoir grandir, mais continuer d'osciller sur des échelles d'âge, mais juste de plus en plus vieux, quoi. Ah d'accord, ok. Mais les alters peuvent grandir ou ne pas grandir. Anna, par exemple, elle va grandir. Parce que son rôle d'un côté, c'est celui d'être la plus vieille et la plus maman, donc elle va changer d'âge. Lucie et moi, je pense qu'on va changer d'âge, oui. D'accord. C'est tellement compliqué en fait, il y a tellement de possibilités que... En fait j'allais te dire, bah toi forcément tu vieillis Lily, mais en fait non, pas forcément finalement, puisque comme tu dis, c'est pas toi le premier alter quoi. D'accord, faut intégrer tout ça, je pense que même pour toi ça doit être difficile par moment d'intégrer tout ça. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de choses. Et surtout que t'en apprends tous les jours au final, donc... ça s'arrête pas quoi. Est-ce que tu tiens par hasard un petit carnet pour tout comprendre? On a essayé plusieurs fois et ça n'a jamais marché. On essaye là d'en refaire un beau carnet du système pour essayer de s'organiser, tout ça, mais on n'y arrive pas. Du coup, bah vraiment nous, c'est plus des notes dans le téléphone, des trucs, des TikTok comme je disais, des trucs comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'on a un peu un système qu'on peut appeler chaotique. Et on essaye de vivre ensemble, mais ça reste compliqué pour le moment. Parfois ça doit être un peu fun, j'imagine. Vous devez vous amuser entre vous. Oui, bah ça arrive des fois que j'ai un alter qui me fasse une blague et que j'explose de rire à un moment absolument pas propice pour rigoler. C'est vraiment arrivé plusieurs fois. Par exemple, j'ai une alter qui est pas mal critique, elle juge pas mal et des fois il y a des passants des gens qui passent et elle va me faire une blague dessus, pareil, je vais juste être mort de rire. Ah c'est génial ça. Toi tu fumes donc, tu le dis de toute façon sur les réseaux sociaux, et donc du fait qu'il y ait des alters qui soient plus jeunes, est-ce que tous tes alters fument ou pas? Moi je fais la cigarette électronique. Donc tu vapotes. J'ai arrêté de fumer. Okay. Du coup oui, tous mes alters l'utilisent parce qu'il y a quand même ce manque physique, on va dire, de nicotine. Là je suis en transition pour arrêter tout simplement. Et du coup oui, tous les alters vapotent, mais alors absolument pas à la même fréquence quoi. Par exemple, sauf Neige quand elle fronte, elle a pas l'idée d'aller elle a pas l'idée d'aller vapoter, donc elle vapote pas quoi. Des fois elle a à disposition, elle va le faire pour rigoler, mais c'est pas... Sinon ouais, du coup tous mes alters vapotent. Et je me demandais du coup par rapport à Neige, comme c'est un alter little, est-ce que quand elle fronte avec toutes les connaissances que des alters plus âgés en fait ont, des connaissances que les enfants n'ont pas forcément généralement, ou on évite que les enfants les aient quoi. Et ben attends, tu veux dire quel genre de connaissances? De la vie, tout sexuel, alcool, drogue, la vie, tout ce que les enfants n'ont pas en général quoi. Ok, et ben oui, elle a conscience de ça. Elle a conscience de ça, pourquoi? Bah parce que avant qu'on la laisse réellement fronte toute seule à faire ses petits dessins et tout, on a quand même une vie à assumer derrière, et du coup il y a beaucoup de fois où Neige a fait tout simplement semblant d'être moi. Donc faut savoir que les little ils peuvent très bien faire à manger, ils peuvent très bien aller faire des courses ou gérer des choses, c'est juste beaucoup plus difficile pour eux. Désolée. Mais du coup, ouais, ils ont les connaissances, c'est juste qu'ils les assimilent pas de la même manière, ils vont pas avoir les mêmes capacités à les expliquer ou à les comprendre, mais voilà, s'ils réfléchissent bien, oui, ils ont en soi les mêmes connaissances. Par exemple, moi je fais de la guitare, tous les alters s'ils se concentrent savent faire le même morceau de guitare, mais par contre ils vont pas du tout avoir les mêmes capacités pour le faire. Par exemple Neige, elle y arrivera pas vraiment quoi. Voilà. D'accord, donc vous avez quand même un petit peu de mémoire en commun. Oui. Par rapport à quoi tu veux pas trop exposer Neige sur les réseaux pour l'instant? Sur internet les gens sont souvent méchants, donc déjà surtout Neige, sur Twitter. Voilà, surtout sur Twitter. Les gens ils s'en prendraient, enfin nous on s'en prendrait plein la figure. Et aussi Neige, elle ne se laisse pas forcément aller quand elle fronte parce qu'elle veut pas que les gens se moquent de nous. Elle veut être sûre que les gens aient intégré que c'est vraiment elle et qu'elle peut agir comme ça, sinon elle fera toujours semblant d'être moi, et elle est très bien capable de faire semblant d'être moi, Neige. Donc, ah oui d'accord. Ouais. Voilà. Elle est maligne hein, la petite hein. Mais par contre voilà, par exemple Neige, elle a le vocabulaire que je connais par exemple, et du coup elle parle pas comme une petite enfant avec du vocabulaire de petit enfant. Alors si elle a une façon de parler, ou dans la façon qu'elle a de s'exprimer, tout ça on voit que c'est une enfant, mais les gros mots tout ça elle connaît quoi, très bien. Non mais vraiment,
Enfin bref, du coup Neige, ouais, c'est sûr qu'on veut pas l'exposer parce que les gens sont pas cool sur internet et qu'on veut pas l'exposer à cette haine. Comme si en fait c'était ton enfant à toi et que tu voulais pas qu'il ait les réseaux sociaux à voilà, 8 ans, 10 ans. Ouais, c'est normal. Voilà, c'est ça. Et le truc c'est qu'on sait qu'elle veut participer, il y a plein de fois où elle a dit moi aussi je vais faire des vidéos, moi aussi je vais faire des TikTok et tout, et ça lui fait un peu mal qu'on lui dise non, mais c'est parce qu'en fait elle sait et elle comprend que beaucoup de gens vont dire que c'est faux et qu'on ment et qu'on risque vraiment de s'en prendre plein la figure, parce que c'est vrai que voir un corps d'une femme de 21 ans régresser à un âge mental de 8 ans et avec des mimiques de 8 ans, de s'exprimer comme quelqu'un de 8 ans, c'est pas quelque chose qui est courant à voir, et les gens parfois ne veulent pas être assez ouverts d'esprit pour comprendre que c'est quelque chose qui est possible, et du coup ouais, ça met en danger clairement. Je pense que la façon dont ton comportement change du coup quand c'est Neige qui fronte, je pense que ça ressemble à une personne adulte qui imite un enfant, j'imagine, physiquement du coup. Eh ben en fait c'est ça sans être ça, parce que on voit clairement que on voit clairement qu'il y a une vraie régression. Je veux dire, c'est carrément des mimiques d'enfants, une façon de parler d'enfants, toutes les réactions d'enfants. Donc on voit qu'il y a un enfant, mais en fait on peut penser que c'est un adulte qui est juste resté coincé à cet âge-là. Je sais pas quel trouble mental peut faire ça, hein, peut-être un retard, je ne sais pas, mais oui, c'est une vraie régression. C'est une vraie régression qu'on observe, quoi. Elle peut très bien faire semblant d'être adulte, quoi. Elle va paraître pour une adulte immature, mais elle peut faire croire qu'elle est adulte. Ouais, et ça marche. D'accord. Des fois, toi, tu te rends pas compte que quand Neige fronte, ou là tu t'en rends compte? Ah non, Neige, je m'en rends compte. Non, Neige, tu t'en rends compte. Ouais, Neige, je m'en rends vraiment compte, parce que déjà, quand Neige fronte, je sens que j'ai les yeux qui s'écarquillent. J'ai les yeux grand ouvert comme ça. Quand Neige fronte, elle est comme ça, voilà. Donc je la sens arriver, et puis je la sens parce que non, je me vois faire des choses que je ne fais pas du tout, avoir des mimiques que je fais pas du tout, et avoir des réactions que je n'ai pas du tout. Et moi généralement je suis assez spectatrice de tout ça, parce que c'est assez drôle, mais Neige est l'un des alters qui a une plus grosse puissance de fronte du système. Si elle veut venir, elle vient, et limite je peux rien y faire, je peux pas... Ah ouais. Ouais. Ah, donc il y a des puissances de fronte différentes. Oui, il y a des puissances de fronte différentes, et Neige, si elle veut venir, elle vient, quoi. Et c'est difficile de l'arrêter. Et donc, tu disais au début de la vidéo que tu allais voir un psychiatre. Donc c'est un psychiatre, un psychologue? C'est un psychiatre, parce que ce psychiatre il fait aussi thérapeute et hypnothérapeute. Et ça fait depuis combien de temps que tu vas le voir? 1 mois et demi. T'as changé récemment, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Oui, j'ai déménagé. C'est quoi exactement le but des thérapies? Est-ce que c'est pour te faire te sentir mieux? Est-ce que c'est pour en apprendre davantage sur toi? C'est quoi le but vraiment, on va dire? Et ben ça va dépendre des gens, ça va dépendre des systèmes. Soit ça va être une thérapie dans le but de faire une fusion complète et que tous les alters ne deviennent plus qu'un alter. Soit c'est une thérapie dans le but d'apprendre à coexister avec ces alters, parce qu'on est bien comme ça. Et moi pour l'instant... Tu penses que toute ta vie tu seras en thérapie? Je ne sais pas si toute ma vie je serai en thérapie, j'espère pour mon porte-monnaie que non. Mais... non mais vraiment, hein, ça coûte si cher, c'est incroyable. Mais le psychiatre, c'est pas remboursé, le psychiatre? Alors le psychiatre c'est remboursé, mais après l'hypnothérapie, tout ça non. Ah voilà. Oui, ouais, d'accord. Voilà, tout ce qui est thérapie EMDR, tout ça c'est pas forcément remboursé, quoi. Si je resterai en thérapie toute ma vie, j'espère pas. Mais je vais y rester le temps de comprendre et d'apprendre à bien vivre avec, parce que pour l'instant il y a encore beaucoup trop de zones de flou, parce que j'ai pas que le TDI, j'ai aussi d'autres troubles, et le mélange de tout ça fait que tous les jours c'est très difficile à vivre et que je peux pas vivre normalement pour l'instant, et donc je vais rester en thérapie pour le moment. Voilà. Et qu'est-ce que tu trouves le plus handicapant dans le TDI et les autres troubles en général, hein, le truc que tu trouves le plus handicapant, le plus dur à vivre? Il y a des choses handicapantes et des choses dures à vivre. Pour moi le plus handicapant c'est d'être plusieurs, et du coup d'avoir plusieurs projets différents, d'avoir plusieurs envies différentes, et du coup ne jamais pouvoir se focaliser sur une chose, sur un projet, parce que il y en a qui sont pas d'accord, et j'ai vraiment galère moi à essayer de trouver un projet professionnel parce que mes autres alters voulaient pas. Tout ça, ça a fait qu'on a eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'indécisions, et au final on n'a toujours pas pris notre décision. Au niveau vraiment factuel, ça c'est très difficile, très handicapant dans la vie de tous les jours, ouais. Puis pour les relations sociales aussi, parce que les gens n'acceptent pas forcément le TDI, quoi, c'est quelque chose d'assez spécial. Le plus dur à vivre, vraiment, pour moi en tout cas Lily,
c'est l'ascenseur émotionnel clairement, parce que bah, vu que je suis toujours là, les autres haltères déteignent, enfin leurs émotions déteignent sur moi, et du coup mes émotions sont complètement en dents de scie. En plus de ça, je suis borderline, donc ça aide vraiment pas. Et du coup, ouais, l'ascenseur émotionnel, passer de je vais très bien à j'ai envie de... Voilà, je suis au plus bas en 5 minutes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, ouais. Et au niveau des relations sociales, t'as perdu des gens depuis que t'as annoncé sur les réseaux sociaux que tu étais atteinte du trouble dissociatif de l'identité? Eh bien, il y a certaines personnes que j'ai perdues qui sont parties purement par psychophobie, quoi. Bizarrement, qui reviennent maintenant que j'ai des abonnés, donc coucou, je sais que vous avez regardé cette vidéo. Donc oui, il y a certaines personnes qui ont décidé d'arrêter de me parler parce que ils m'ont dit que comme dans Split, j'allais leur faire des coups bizarres. Bon, bah je suis vraiment pas déçue que ces personnes soient parties, vraiment pas. Mais de toute manière, j'ai pas été très entourée de vrais amis. Les vrais amis ont en fait juste compris, ils m'ont dit ah bah c'est ça, du coup je comprends mieux, parce que c'est vrai qu'ils vont se poser des questions, il y a des choses qu'on comprenait pas et maintenant ça nous permet de comprendre un peu mieux comment tu es. Et sinon non, j'ai pas perdu de gens, il y a eu beaucoup en fait, beaucoup de choses qui se sont dites sur moi dans la ville où j'habitais, mais je les ai pas entendues. Donc voilà, je sais que ça a beaucoup parlé, sûrement des personnes qui disent que je mentais et que je faisais ça pour l'attention, mais tant pis. Comment tu sais que ça a beaucoup parlé? Parce que j'ai eu des échos. J'ai eu des échos, bah, j'ai entendu des personnes qui disaient que tu faisais ça pour le fake. J'ai entendu des personnes qui disaient qu'ils te voyaient tout le temps en boîte de nuit et que ça se voyait pas, que t'avais pas ce trouble parce que ça ne se voyait pas. J'ai aussi mon ex-petite amie qui d'ailleurs a dit qu'il m'avait quitté à cause de mes changements de comportement et qui maintenant dit que je n'ai jamais eu de trouble de l'identité et que je mens à tout le monde. Ouais, j'ai eu beaucoup d'invalidation en fait, de beaucoup de monde, parce que ça se voyait pas. C'est la pire des choses, décrédibiliser, etc. C'est surtout que avant j'allais toujours mal, on allait toujours mal, parce que déjà les autres haltères étaient toujours censés faire semblant d'être moi, parce que sinon bah, ils se faisaient griller, et moi je pouvais jamais vraiment être moi-même parce que bah, je pouvais pas, et j'ai jamais été heureuse à cause de ça, j'arrivais jamais à être moi-même. Et en fait depuis qu'on en a parlé, on peut enfin vivre notre vie. Et les gens commencent à dire ouais mais ça se voyait pas, donc on ne croit pas. Et tu dis mais merci, c'est que je cachais bien, tu vois. Mais quand justement tu te dis que toute ta vie t'as vraiment tout fait pour cacher tes problèmes et avoir l'air d'être bien et tout ça, et qu'après on te dit bah du coup on te croit pas parce que t'as trop bien caché, t'as trop été forte, en fait t'aurais juste dû montrer que t'allais mal. Tu regrettes? Est-ce que tu regrettes d'avoir caché? Non, je regrette pas d'avoir caché, parce que j'aurais pas été prête à ce moment-là d'assumer et d'être en harmonie avec mon système. C'était un moment où on était encore en dépression pendant longtemps, et donc on n'aurait pas été en harmonie et ça aurait été je pense plus virulent, et on a décidé d'en parler à partir du moment où on sentait qu'on était déjà plus posé et qu'on pouvait en parler, et que là c'était pas un problème si les gens voyaient une certaine différence. D'accord. Donc là, ça va être ma dernière question avant de passer aux questions des abonnés. Donc, question finale de la partie 1 de l'interview. Est-ce qu'on peut guérir du TDI? Eh bien non. On ne peut pas guérir du TDI pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose qui se forme avant l'âge conscient, et donc en fait ça prend en compte la fabrication du cerveau et comment il est construit. Donc on peut pas enlever le TDI parce que c'est notre programme qui est comme ça, c'est le cerveau qui est construit de cette manière, il est dissocié et il ne pourra pas ne plus être dissocié. Par contre on peut du coup faire des thérapies qui mèneront à une fusion totale de tous les haltères pour ne devenir plus qu'un haltère, mais après la dissociation sera toujours présente dans le cerveau, et on peut aussi arrêter la multiplicité, ou en tout cas essayer de la diminuer. Donc la multiplicité, c'est quand suite à des traumas et quoi, il y a de nouveaux haltères qui arrivent, enfin, c'est l'arrivée d'autres haltères. On peut essayer de diminuer la multiplicité ou même de l'arrêter, mais par contre non, on ne peut pas guérir du TDI, on est formé comme ça. Il n'y a pas de traitement qui va faire qu'on n'aura plus d'haltères. Donc là, tout au long de ta vie, c'est possible que si tu vis d'autres traumas, il y ait d'autres haltères qui se créent après encore? Oui, alors quand il y a d'autres traumatismes, c'est très probable qu'il y ait un nouvel haltère qui vienne, mais c'est aussi probable en fait que j'ai plein d'haltères qui soient dormants et qui ne se réveillent que plus tard. C'est aussi possible d'avoir des fragments qui deviennent plus tard des haltères, des fragments aussi dormants qui pourront devenir des haltères. Voilà. Ça continue tout le long de notre vie, quoi. T'as l'air de bien le vivre, donc je te souhaite de continuer comme ça et bonne chance. Eh ben, on fait comme on peut. Ouais. Disons que je pense vraiment que je le vis bien,
grâce aux réseaux sociaux. Ça t'aide grâce beaucoup, au fait d'en parler. Ouais. Bah, ça m'aide beaucoup parce que déjà pour l'instant c'est mon occupation principale, les réseaux sociaux. Donc déjà ça m'aide parce que tous les haltères peuvent le faire. Ça plaît à presque tous les haltères. Et les haltères qui ne peuvent pas travailler ou qui ont vraiment du mal à travailler peuvent se reposer et nous on le fera plus tard. Alors que par exemple Charlie, donc c'est le trauma holder et en fait c'est un haltère qui est vraiment très fatigué et qui est très mal. Quand il devait aller travailler c'était vraiment un supplice pour lui, c'était un supplice et maintenant si Charlie fronte il peut se reposer. Et du coup ouais, on le vit vraiment mieux parce que maintenant les haltères ne sont plus obligés de faire des choses qu'ils ne veulent pas. Quand ils sont là, ils peuvent faire quelque chose qui leur plaît. Donc au final c'est une des meilleures choses qui aurait pu t'arriver là, de pouvoir travailler sur les réseaux comme ça. Exactement, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver et c'est Lucie qui a parlé sur les réseaux sociaux la première fois sur TikTok en balançant comme une bombe l'histoire qu'on était TDI pour informer les abonnés parce qu'ils disaient ouais vous avez des changements de comportement bizarres entre les lives et les TikTok. Du coup c'était juste pour informer nos petits 3000-4000 abonnés et en fait déjà Lucie à la fin de la vidéo à ce moment-là. Oui. Et déjà Lucie à la fin de la vidéo elle a dit bon bah je vous en parle mais on s'est mis d'accord avec les autres haltères. C'était faux. Et voilà et en fait la vidéo a explosé, elle a fait le buzz et quand je suis revenue au front je me suis rendu compte que la vidéo avait explosé et Charlie a été extrêmement mal pendant des jours et des jours. Il a fait que de front, que de faire des crises d'angoisse parce que Charlie il voulait pas du tout être vu. Quand il sort dehors il s'habille au maximum, il veut pas qu'on le remarque, il veut pas qu'on le voit et du coup ça l'a fait vraiment paniquer et sur le coup du coup la réflexion ça a plus été quelle connerie d'avoir fait ça. Quelle connerie d'avoir fait ça parce que là on s'est exposé au grand public, on aurait dû garder ça pour nous et en plus maintenant Charlie va mal, peut-être que c'était une mauvaise idée. Et en fait au fur et à mesure du temps, vu la bienveillance de notre communauté qu'on a reçue, on a une communauté qui est d'une bienveillance juste incroyable et des abonnés qui sont juste incroyables, qui nous soutiennent vraiment tout le temps, et ben c'est devenu la meilleure chose qui a pu arriver. Donc on ne regrette pas du tout. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. Avec plaisir. Alors, question des abonnés cette fois-ci. Donc comme je vous ai dit, on avait fait une story Instagram avec Olympe pour vous demander de me poser des questions si vous en aviez. Malheureusement, j'ai pas noté le nom de chaque personne parce que vous avez été plusieurs à poser les mêmes questions. Il y a énormément de questions similaires qui sont revenues. Des questions auxquelles tu avais déjà répondu aussi, bien sûr, mais de toute façon, il y en a dans cette interview auxquelles il y a déjà eu des réponses, mais c'est pas grave. La question qui a été le plus posée, vraiment, c'est d'où viennent vos différents prénoms. Alors, je sais le cadre a changé mais je filme pas en fait la partie au même moment que quand on a fait l'interview avant parce qu'on a perdu le fichier. On a perdu la petite partie de la vidéo où je répondais aux questions des abonnés, du coup j'y réponds maintenant. Du coup les prénoms des haltères, il y a plusieurs manières pour qu'ils en aient un. Il y a quand les haltères ils arrivent, ils peuvent très bien avoir déjà leur prénom. Sinon l'haltère peut décider d'un prénom ou alors s'il n'a pas d'idée de prénom ça peut être le reste du système qui choisit un prénom. Voilà, et puis dans notre système la plupart des haltères sont venus déjà avec leur prénom, même si on a mis du temps à les connaître, ils sont tous venus avec leur prénom. On a demandé aussi est-ce que l'hôte porte généralement le prénom donné à la naissance? Bah c'est possible mais comme ce n'est pas possible parce que l'hôte au final est un haltère au même titre que les autres. Pouki fait du bruit. L'hôte est un haltère au même titre que les autres, seulement il a le rôle d'hôte et du coup bah c'est possible qu'il ait le nom de naissance mais c'est pas du tout obligatoire. Et est-il possible d'avoir plusieurs haltères avec un même prénom? Ça je pense que c'est possible parce qu'il y a aussi des sous-systèmes. Donc il y a des haltères qui peuvent avoir des haltères, voilà, donc ça s'appelle un sous-système. Dans notre cas on n'en a pas encore parlé mais on a un haltère qui entre guillemets serait divisé en deux ou alors aurait un sous-système et un autre haltère et ils portent les deux haltères presque le même prénom. Mais vraiment presque le même prénom. Donc je pense que c'est possible. Il peut y avoir des haltères qui ont plusieurs versions d'eux-mêmes. Après à mon avis il devrait quand même y avoir certaines variantes au niveau des prénoms pour les reconnaître. Alors on t'a demandé à quel âge peut-on se rendre compte qu'on a des haltères? Alors on peut s'en rendre compte à n'importe quel âge qu'on a des haltères. Ça peut être très tard comme assez tôt. Puis je pense que quand on est jeune, quand on est encore au collège etc, quand on est encore en train de se former, de chercher qui on est, ça ne doit pas paraître obvious, genre évident. Alors, question très intéressante, est-ce qu'un haltère peut parler une langue différente des autres haltères? Oui, c'est tout à fait possible qu'un haltère parle une autre langue, mais après il faut que ce soit une langue que vous ayez quand même appris ou entendu. Enfin, par exemple, moi j'ai jamais entendu de néerlandais.
Il n'y aura pas un haltère qui va popper et parler néerlandais, c'est logiquement pas possible. Donc oui, il y a un haltère qui peut venir et parler pas français, une autre langue, mais par contre il faut que ce soit une langue que vous ayez appris ou que vous ayez vraiment entendu très souvent, quoi. Et dans notre système, c'est le cas, il y a un haltère qui parle anglais. Alors, est-ce que tous les systèmes est HPI, HPE ou alors c'est-il seulement de certains haltères? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est HPI au potentiel intellectuel, HPE au potentiel émotionnel. J'ai aucune idée de savoir si mes haltères sont HPI, HPE. Donc la question en fait ne peut pas se poser parce que déjà un test de QI ça se fait tous les 2 ans et chaque haltère du coup ne peut pas passer le test de QI, et en plus de ça, selon les haltères, au niveau de leur maturité et leur capacité à pouvoir comprendre certaines choses, ils n'auront pas forcément le même QI et on peut pas repasser les tests. Donc est-ce que tout le monde est HPI, HPE? Sûrement, mais je pense qu'il y a une manière différente de le gérer. Alors, ça c'est une question qui est beaucoup revenue aussi, je pense qu'on en parlera aussi dans la deuxième partie de l'interview, mais comment fait-on pour vivre avec le TDI? Est-ce que ça fait peur et comment on s'accepte? Comment on fait pour vivre avec le TDI? C'est beaucoup d'organisation et d'introspection, énormément pour pouvoir se comprendre et réussir à mieux gérer la vie quotidienne. Est-ce que ça fait peur? Au début, quand vous savez pas ce qui vous arrive, oui, ça fait peur, logique. Vous savez pas trop pourquoi vous oubliez les choses, vous savez pas pourquoi vous agissez comme ça, vous savez pas en fait, et quand vous savez et que vous travaillez vraiment dessus, c'est bien plus simple parce que vous pouvez apprendre à les gérer, quoi. Et comment est-ce qu'on s'accepte? Travaille sur soi. J'ai Lucie avec moi, ça lui casse les couilles de répondre aux questions. Nous personnellement, on s'est vraiment accepté aussi grâce aux réseaux sociaux parce que avec les thérapies avec le psychiatre, on apprend à se comprendre, et avec les réseaux, on apprend à s'accepter. Et voilà, ouais, j'ai Lucie avec moi. Parle. Les réseaux ils nous aident beaucoup à nous accepter. Après bien sûr on fait pas attention à tous les haters et tout ça parce que tout simplement on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on a vécu, et c'est pas des gens qui nous connaissent absolument pas qui vont essayer de nous apprendre de quoi on est atteint ou essayer de nous apprendre notre vie. Avant on s'acceptait pas du tout, on était dans un gros déni et on était clairement malheureux. Et depuis qu'on a décidé de s'accepter et de faire un gros doigt à toutes les personnes qui sont pas d'accord avec ça, et on est bien plus heureux. Il faut toujours accepter les choses et pas essayer d'aller contre soi-même en fait, et je pense que ça soulage en général tout le monde quand on finit par accepter ses émotions et en fait le lâcher prise, en fait c'est ça qui fait vraiment du bien, je pense. Je pense qu'on arrive à s'accepter quand on se rend compte que notre bonheur n'est pas via le regard des autres. Bon, du coup j'ai fini de répondre aux questions des abonnés, donc voilà. Putain mais ta gueule, elle est grave là en mode putain moi je ferme ma gueule, oui ta gueule. Mais en fait elle me passe ses énergies négatives. Ouais, en fait c'est bon, tu me saoules, ouais. Là, machin. Donc voilà, j'ai fini de répondre aux questions des abonnés. Merci d'avoir répondu à toutes les questions, j'espère qu'elle a bien répondu à vos questions à vous, c'était les réponses que vous attendiez. J'espère que j'ai bien répondu aux questions, et de toute façon je vais continuer à y répondre dans la partie 2 que vous pouvez aussi aller voir sur ma chaîne. En tout cas si vous voulez en savoir plus, je vous le redis encore une fois, tous les réseaux sociaux de Olympe sont dans la description. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci encore Olympe de ta participation, d'avoir accepté l'interview. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. La partie 2 de l'interview est dans la description, et surtout n'oubliez pas que je vous aime. Bisous.